sommes où finalement? Et ici, vous êtes au département de langue moderne à l'université de Massachusetts, à Boston. Et ici, vous êtes dans le bureau du professeur Jacques Kitembo et Wong Su. Moi, j'enseigne le français et Wong Liu enseigne le chinois, le mandarin. Et maintenant, quand j'arrive comme ça à l'université, la première chose que j'ai fait, j'allume mon ordinateur pour voir si je n'ai pas des courriers de la part de mes étudiants, parce qu'il y a souvent des étudiants qui ont des problèmes, qui peuvent rater les cours, qui ont des problèmes, qui en principe m'envoient un courriel pour me dire que le professeur, aujourd'hui, je ne peux pas être au cours, ou que j'ai un devoir que je n'ai pas encore complété. Et en ce moment-là, j'entre dans la classe en ayant déjà des informations sur tous les étudiants qui sont inscrits à mon cours. Et c'est la première chose que je dois faire quand j'arrive dans mon bureau, c'est pouvoir entrer dans le site de l'université pour voir si je n'ai pas des courriers de la part surtout de mes étudiants. Je peux aussi avoir des courriers de la part de mes supérieurs. Mais le plus important d'abord, ce sont les relations entre le professeur et les étudiants. Car le système américain, le système d'enseignement aux États-Unis, c'est un système qui est basé sur l'étudiant. C'est ce que nous appelons en pédagogie le pédocentrisme, c'est-à-dire mettre l'enfant au centre de l'enseignement. Et tout doit être fait pour l'enfant, avec l'enfant et dans l'intérêt de l'enfant. Donc vous n'êtes pas assez contrôlé par la hiérarchie? En principe, tout est fondé sur la confiance. À partir du moment où vos supérieurs savent que vous avez des compétences pour leur rendre service, ils vous font complètement confiance et ils vous laissent la latitude de pouvoir gérer votre cours comme vous l'entendez, pourvu que vous puissiez rester dans les normes de l'université, c'est-à-dire pourvu que vous puissiez donner la matière qui est prévue dans le programme, c'est tout. Ah oui. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que nous pouvons revenir un peu plus tard pour savoir comment vous êtes arrivé ici? Nous sommes à Boston, vous venez de la République démocratique du Congo. L'histoire est un peu très longue, mais de toute façon, je serai un peu plus bref. Tout à fait. Si je suis arrivé à l'université de Massachusetts, c'est tout simplement parce que quand je suis arrivé ici en 2004, je devais d'abord chercher l'asile politique aux États-Unis. Et je l'ai obtenu en 2007. Mais étant titulaire d'un master en français langue étrangère, j'ai commencé à chercher du travail dans la filière de l'enseignement aux États-Unis. Et peut-être ce que moi je pourrais appeler une chance pour moi. Aussitôt que je suis arrivé aux États-Unis, je me suis fait membre de l'Association américaine des professeurs de français. Et cette association américaine des professeurs de français a un site sur lequel on publie toutes les offres d'emploi dans le domaine de l'enseignement du français aux États-Unis. Et quand j'avais appris qu'à l'université de Massachusetts, on cherchait un professeur de français, j'avais alors adressé ma demande d'emploi à l'université et l'université m'avait convoqué pour passer une interview. Et j'avais passé l'interview. D'une manière générale, l'interview ici se passe comme une conversation entre amis. On vous pose des questions de la vie courante, des questions professionnelles, mais dans un climat bon enfant, dans un climat où il n'y a pas de contraintes. Très détendu. Très détendu. Et ça vous permet alors de vous exprimer, non seulement sur votre personnalité, mais surtout sur les compétences professionnelles que vous avez. Et à l'issue de l'interview, le chef de département m'avait dit que j'étais engagé comme professeur à l'université de Massachusetts. Et c'est ainsi que je donne cours ici depuis 2007. Il n'y a pas une autre exigence d'ordre académique? Pour enseigner à l'université, d'une manière générale, aux États-Unis, on vous demande d'être titulaire d'un diplôme au minimum de bachelor degree, c'est-à-dire la licence, ou de master. Mais ce qui est aussi exceptionnel aux États-Unis, c'est que dans ces pays, vous pouvez donner cours à l'université sans avoir été à l'université. Je peux vous citer un exemple, c'est le cas de l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, qui est aujourd'hui professeur à l'université Princeton, dans le New Jersey, Princeton qui est parmi les 5 meilleures universités aux États-Unis. En ce moment, qu'est-ce qui milite pour qu'il soit professeur? Ce qui milite, c'est d'abord les connaissances personnelles. Toutes les connaissances que nous avons, nous ne les avons pas nécessairement acquises à l'école. Toutes les connaissances que nous avons, nous ne les avons pas nécessairement acquises dans les livres. Il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont des talents innés, tout comme aussi il y a des gens qui se cultivent sur l'état, c'est-à-dire par l'expérience professionnelle, par la vie, parce que la vie c'est aussi un apprentissage. Comme aussi le voyage permet aux hommes d'acquérir des connaissances. Donc, les Américains, ayant pris conscience de cette situation, ils se disent,
n'importe qui a des connaissances peut les transmettre à d'autres personnes qui voudraient en acquérir. Et c'est cela qui fait la force des États-Unis. Parce que dans ces pays, tout est fondé d'abord sur l'efficacité, le rendement et la productivité. C'est ce qui est un peu contraire à d'autres cultures, disons, occidentales, et même cultures africaines, où il y a un peu trop de sentiments qui entrent dans la sélection des personnes qui cherchent de l'emploi. Aux États-Unis, ce qui est prédominant d'abord, c'est la compétence et la capacité à rendre service, la capacité à prouver ce dont on est capable. C'est pas d'abord les titres. Ce n'est ni les titres, ce n'est ni la race. Ce qui est plus important pour celui qui offre l'emploi, c'est que vous puissiez servir d'abord, vous puissiez faire preuve de compétences, vous puissiez faire preuve d'efficience, vous puissiez rendre le service pour lequel vous avez été engagé. Donc n'importe qui peut évoluer, émerger ici. Je vais peut-être vous révéler quelque chose. Vous savez que depuis que je travaille dans les universités aux États-Unis, ça fait 4 ans, ils n'ont jamais vu la couleur de mon diplôme, ni même la photocopie de mon diplôme. Pouvez-vous vous imaginer cela? Ils n'ont jamais demandé ni l'original, ni même la photocopie de mon diplôme. C'est que pour eux, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce dont vous êtes capable. Donc vous n'avez pas un dossier ici, ou bien comment ça se passe? Vous n'avez pas de dossier. Tout ce que vous avez, tout ce que j'ai pu envoyer, c'est d'abord la lettre de motivation et mon curriculum vitae. Et ensuite, il vous faut passer une interview. Et après, ils vous regardent seulement, ils vont voir à travers vos compétences, à travers votre rendement, à travers surtout l'évaluation des étudiants, si vous êtes capable du travail pour lequel ils vous ont engagé. En quoi est différente la formation ici aux États-Unis par rapport à la formation en Afrique, chez nous en République démocratique du Congo, ou encore en France? Je dirais que dans mon cas, je suis peut-être privilégié pour avoir bénéficié des 3 différentes expériences, des 3 différents systèmes d'enseignement. Parce qu'étant congolais, j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires et une partie de mes études universitaires dans le système congolais. Et ensuite, j'ai fait la deuxième partie de mes études universitaires dans le système français. Et aujourd'hui, j'enseigne aux États-Unis. Ce qui est différent d'abord, en ce qui concerne le programme congolais, c'était d'abord un programme que moi j'ai toujours considéré qui est un programme qui est trop chargé, qui est trop farfelu, où on impose aux étudiants d'apprendre certaines choses qui peut-être ne leur serviraient pas beaucoup dans la vie. Et en deuxième lieu, vous verrez qu'il y a un certain déphasage entre ce que les gens apprennent et ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Parce que l'apprentissage, c'est quoi? Nous apprenons pour être utiles à la société. Pourquoi apprendre des choses que vous n'allez pas appliquer dans la société? Nous avons des programmes qui sont un peu en déphasage avec les réalités de chez nous. Moi, je voudrais qu'un enfant, par exemple, chez nous, qui vit dans un milieu rural, puisse apprendre à mieux produire dans ces milieux ruraux-là, à changer les méthodes de culture, à changer les méthodes d'élevage, à être capable, par exemple, de réfectionner les routes, de petits travaux comme ça qui peuvent lui être utiles d'abord dans la vie. Alors, dans notre pays, nous avons beaucoup plus de cours théoriques et de cours pratiques et des cours qui sont un peu en déphasage avec la réalité. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est la pauvreté. La pauvreté ne nous permet pas d'avoir les matériels nécessaires pour l'enseignement. La pauvreté ne nous permet pas de fois d'avoir des enseignants qui ont une très bonne formation. Et puis la pauvreté aussi fait que, dans une certaine mesure, il y a la corruption et les étudiants ne peuvent pas acquérir les connaissances adéquates pour être efficaces sur le terrain. Mais toujours est-il que la sélection, au niveau de la sélection dans notre pays, c'est une sélection qui est très bonne et qui fait que si tout le monde pouvait étudier dans de bonnes conditions, à l'issue de la formation, les étudiants congolais pouvaient être très efficaces. Mais malheureusement, cette sélection n'est pas favorisée parce que tout simplement aujourd'hui il y a la corruption, il y a la démotivation. Bon. Dans le système français, c'est que c'est un système aussi qui est un peu, je dirais, farfelu comme le système congolais, où on a trop de cours qu'on apprend et parfois des cours qui n'ont pas vraiment des relations très étroites avec la filière dans laquelle on s'est engagé. Tandis que dans le système américain, ce qui est louable, c'est que on essaie de sélectionner les cours les plus importants dans la filière
que l'étudiant a choisi. C'est qu'ici, on forme vraiment des spécialistes. Et bien plus, les universités américaines sont très riches. Quand je dis très riches, c'est qu'elles sont vraiment très riches. Parce que, quand par exemple, vous avez, dans votre bibliographie, vous demandez aux étudiants de se référer par exemple à 10 manuels, à 10 ouvrages, et quand ces étudiants vont à la bibliothèque, ils y trouvent tous ces 10 ouvrages, et ils peuvent les acheter. Ce qui n'est pas le cas, ni en France, ni au Congo. Et bien plus, ici, les étudiants, on donne beaucoup plus aux étudiants le temps de faire des recherches personnelles. Le professeur est là pour orienter le travail des étudiants, ce qui permet une certaine créativité. Alors que chez nous, et même en France, les professeurs ont plutôt tendance à demander aux étudiants de répéter ce que lui il a déjà fait, ou de continuer ce qu'il a déjà fait. Mais ici, parce que l'enseignement est spécialisé, il se fait qu'il y a des étudiants qui entrent dans des filières qu'ils maîtrisent absolument, et ça leur permet alors de pouvoir exceller dans leur talent. C'est ça la plus grande différence. Alors chez nous, donc là, ici, vous considérez qu'on forme des spécialistes, mais alors chez nous, on forme... des généralistes. Des généralistes, oui. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'ici, on forme des spécialistes, tandis que chez nous, on forme des généralistes. Or, être généraliste, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que dans les cas où vous manquez du travail dans votre formation, vous pouvez bricoler ailleurs. Et vous avez des connaissances qu'on pourrait appeler des connaissances universelles. Mais le mal est que, parce que vous avez étudié beaucoup de choses, c'est que vous ne maîtrisez aucune chose. Tandis qu'ici, vous ne connaissez qu'un seul domaine, et vous maîtrisez ce domaine-là, mais ce qui est bon, c'est que comme ce pays est riche, et comme il y a des spécialistes dans plusieurs domaines, ces gens-là se complètent entre eux. Et chacun trouve sa place. Oui. Et quand on a vraiment des connaissances, des aptitudes bien solides dans son domaine, il y a moyen d'exceller et il y a moyen de faire en sorte que les pays puissent avancer dans ces domaines-là. Donc, la somme de toutes les spécialités, c'est ce qui fait la force des États-Unis. C'est ce qui fait la force de l'enseignement aux États-Unis. Alors, nous pouvons savoir de la durée de la formation universitaire en République démocratique du Congo ou en Belgique ou en France et la durée aux États-Unis. D'une manière générale, je dirais que les études aux États-Unis, pour les étudiants qui vivent ici aux États-Unis, prennent un peu plus beaucoup de temps qu'au Congo, en Belgique ou en France. Pourquoi? Parce que tout simplement, les études étant très chères aux États-Unis, beaucoup de nos étudiants travaillent au même moment qu'ils étudient. Ce qui fait qu'ils ne peuvent prendre des cours qu'en fonction de leur disponibilité, en fonction du temps qu'ils ont en dehors de leurs heures de travail. Ce qui fait que, pour, par exemple, parce qu'il y a des cours que vous devez, un certain nombre de cours que vous devez terminer pour obtenir les diplômes de licence, mais parce que vous travaillez en même temps que vous étudiez, cela peut vous prendre, en principe, c'est prévu 4 ans pour avoir, par exemple, une licence. Mais parfois, ça peut prendre 5, 6 ans. Ça dépend des disponibilités de l'étudiant. Si c'est un étudiant qui travaille à plein temps, ça peut lui prendre 6 ans, ça peut lui prendre parfois 7 ans. Mais si c'est un étudiant qui ne va qu'à l'université, ça lui prend justement 4 ans et en 4 ans, il peut avoir sa licence. Voilà, donc des spécialistes ici, bon, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, on va continuer pour voir un peu l'enseignement, comment il est dispensé ici. Ok, merci. Quelle est votre profession? Bien, Rosemary? Je suis étudiante. Très bien. Quelle est votre profession, Stacy? Marie, où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? J'habite à Everett. Où habitez-vous? J'habite à Chelsea. Vanessa, où habitez-vous? Ok. Shalom, où habitez-vous? Très bien. Très bien. Quelle est votre situation de famille? Très bien. Quelle est votre situation de famille, Stacy? Ok. Quelle est votre situation de famille alors?
Divorcé. Quelle est votre situation de famille? Quel est l'objectif poursuivi parce que les étudiants sont de différents niveaux. Ok, l'objectif est poursuivi et de permettre à chaque étudiant qui termine ses études aux États-Unis d'être capable d'avoir une certaine compétence dans une des langues modernes qui existe dans le monde. Et c'est une obligation du programme de l'enseignement supérieur aux États-Unis. On demande à chaque étudiant d'étudier une langue étrangère pendant 2 semestres. Et dans le cas d'espèce, ici à UMass Boston, à l'Université de Massachusetts, nous enseignons le français, l'espagnol, l'arabe, l'allemand, les chinois, les vietnamiens et l'italien. Et puis, quelle méthode poursuivre? Parce que je vois que c'est là, il vous faut aussi une dose d'humour, ça se passe dans une ambiance bon enfant. Il faut une méthodologie appropriée. Oui, la méthodologie que nous utilisons pour l'enseignement de la langue, c'est la méthode communicative. Qu'est-ce qu'est la méthode communicative? C'est une méthode qui est fondée sur les 4 compétences linguistiques. Les 4 compétences linguistiques qui sont l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension écrite, la compréhension orale, avec comme objectif permettre à l'étudiant de s'exprimer et de communiquer dans la langue cible. C'est ainsi que nous fournissons un effort pour éviter le plus possible beaucoup de traductions et mettre les étudiants dans une situation où ils sont obligés d'employer la langue cible, c'est-à-dire la langue que nous leur enseignons. Oui, ça se passe avec un jeu de questions-réponses, avec les choses connues. Quel âge avez-vous? Quelle est votre situation? Des petites choses. Oui, en principe, l'objectif, c'est d'abord susciter l'intérêt de l'étudiant et faire de l'étudiant le centre de notre enseignement, parce que on ne peut apprendre que si on est intéressé. Et on doit se fonder sur ce qui intéresse l'étudiant, ce que l'étudiant vit au jour le jour, ce que l'étudiant voit chaque jour. On doit commencer par cela pour lui apprendre une nouvelle langue. Mais actuellement, là, vous avez laissé la place à une autre étudiante. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans la salle? Actuellement, les étudiants sont en train de faire un exercice dans le système d'enseignement aux États-Unis. Il est permis aux professeurs titulaires d'un cours d'avoir ce que nous appelons ici des tuteurs, c'est-à-dire des étudiants ou des personnes qui ont un niveau supérieur à nos étudiants, qui peuvent venir en classe assister au travail que nous faisons et aider les étudiants qui ont des difficultés à assimiler la matière que nous leur avons donnée. Dans les cas d'espèce, il y a une de mes anciennes étudiantes qui se spécialise en français, qui sera bientôt licenciée en français, et qui a manifesté le désir de pouvoir pratiquer et de pouvoir aussi améliorer ses compétences en français, et qui a voulu venir assister à mon cours afin qu'elle puisse non seulement améliorer ses connaissances, mais aussi aider d'autres étudiants qui ont des difficultés en français. Ok. Je vais parler au professeur de français. Je vais parler avec le professeur de français. Mais je vais parler avec mon frère. Oui. Je vais parler à mon frère. Je vais parler à mon frère. Non. You can say je vais parler à mon frère. Je vais parler à mon ami. You can say je vais parler avec. But when you use avec, it's informal. It's not a go verb.
Là, nous sommes en train de visiter l'université. Hein. Vous êtes en train de voir les allées, les halls et tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous marque et qui vous touche par rapport à l'enseignement en République démocratique du Congo, votre pays d'origine? Ce qui me touche beaucoup, c'est d'abord le fait de regretter que ces beaux pays, ces pays très riches, où il y a des personnes très intelligentes, il y a une élite intellectuelle de qualité, il n'y a pas assez d'opportunités pour les jeunes qui s'adonnent aux études de pouvoir trouver de l'emploi et aussi parfois de bénéficier d'une formation au rabais à cause de mauvaises conditions de travail dans lesquelles vivent mes collègues enseignants, mais aussi les mauvaises conditions de vie dans lesquelles les étudiants vivent. Le potentiel est là, l'intelligence est là, mais c'est plutôt l'encadrement matériel, c'est plutôt les infrastructures, c'est plutôt l'orientation dans le sens d'un programme beaucoup plus adéquat qui manque donc à ces pays-là. Mais je suis de ceux qui pensent que le Congo est non seulement un grand pays sur le plan dimensionnel, mais c'est aussi un grand pays sur le plan des ressources humaines, car le Congolais a fait preuve de connaissances partout où il est sur cette terre. Et la preuve est que vous trouvez des professeurs congolais, des chercheurs congolais, des médecins congolais qui défendent valablement la valeur de notre parti et de notre patrie partout où ils sont. Tel qu'ici, nous sommes à l'université de Massachusetts. Alors, si vous avez la chance d'être consulté, hein, imaginons, en République démocratique du Congo, dans le cadre des réformes dans l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo, vous commencerez par quoi? Moi, je pense que la plus grande priorité devrait être d'abord l'homme. Parce que c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est parce que c'est l'homme qui est le concepteur, mais c'est aussi l'homme qui est appelé à pratiquer la théorie qui lui est donnée. Donc, si nous pouvons focaliser d'abord tous nos efforts vers la transformation de l'homme dans l'enseignement, c'est-à-dire le professeur, le mettre dans de bonnes conditions de travail, l'enseignant, lui permettre de vaquer valablement et paisiblement à ses occupations. Mais aussi l'étudiant, lui donner le minimum de conditions possibles pour une meilleure acquisition des connaissances. Lui permettre aussi une certaine garantie de déboucher à un emploi à l'issue de ses études. Mais tout cela, c'est un processus. Ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. C'est un travail qui doit être conçu dans un certain temps. Et cela doit commencer d'abord, moi je pense, à mon humble avis, par la prise de conscience des enjeux que nous avons. Et cette préoccupation-là, de pouvoir cheminer ensemble, de regarder vers un seul objectif. Et pour moi, la première chose serait d'abord de donner le minimum vital au formateur, afin que celui-ci puisse prendre conscience de ses responsabilités, parce qu'un enseignant qui mange à sa faim peut bien faire son travail. Un enseignant qui ne mange pas à sa faim, il est exposé à beaucoup d'aléas dans la vie. Et il n'est pas acquis qu'il puisse donner une bonne formation à ses étudiants et qu'on ne peut pas parfois
demander à cet enseignant-là de faire, d'opérer des miracles, quoi. Je reste convaincu que la priorité devrait être d'abord la promotion de nos ressources humaines, c'est-à-dire l'enseignant d'une part, l'étudiant d'une part, mais aussi sans pour autant oublier les parents. Si les parents n'ont pas aussi les minimums vitaux, ils ne peuvent pas encadrer les enfants. Oui, cet encadrement confère également, si on peut voir l'image de ces cadres-là, hein, où pratiquement il y a des espaces, des aires libres un peu partout ici dans cette université, mais cela reflète également le moyen parce que l'enseignement coûte cher aux États-Unis. Cela est vrai et je peux vous assurer que c'est vraiment un paradoxe. Et les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Et bien c'est aussi les pays où les études coûtent le plus cher au monde. Par exemple, dans cette université où nous sommes, qui est une université publique, les frais académiques pour une année, peut aller jusqu'à $30 000. Donc vous comprenez que pour un étudiant. Pour un étudiant. Vous comprenez que cela n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il y a seulement certains étudiants qui sont privilégiés, qui peuvent faire face au coût de la formation aux États-Unis. Mais ce qui est bon dans ces pays, c'est que tout en ayant un enseignement qui coûte très cher, les ressources qui proviennent de cette contribution-là des étudiants sont d'une manière générale versées dans la promotion de ce même enseignement, dans l'amélioration des conditions, de la qualité de l'enseignement. Contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux, où l'argent généré par la contribution des parents ou par la contribution de l'État ou par la contribution d'autres personnes, cet argent-là va dans les poches de certains individus. Et là, mais il faut noter également que l'enseignement, ici, les étudiants peuvent étudier également à crédit. Oui, parce que le système est tel que les étudiants ne peuvent pas payer au comptant leurs études, parce que ça coûte très cher. Et le problème, c'est que dans ces pays, parce que les études coûtent très cher, il est difficile pour la majorité des étudiants de pouvoir payer au comptant, de pouvoir payer en espèces leurs études, parce que leurs moyens ne leur permettent pas de les faire. C'est ainsi qu'on recourt à deux systèmes. Le premier système, c'est ce qu'on appelle le financial aid, c'est-à-dire l'aide financière qui est accordée à certains étudiants issus des familles démunies, des familles qui ont généralement un revenu inférieur à $50 000 par an. Ces étudiants-là, d'une manière générale, bénéficient de l'enseignement que je pourrais dire à peu près gratuit au niveau surtout des collèges publics, des collèges de 2 ans que nous appelons ici d'une manière générale les community colleges. Mais dans les universités, les étudiants qui sont soit citoyens américains, soit résidents aux États-Unis, soit réfugiés, soit exilés politiques, ces étudiants-là bénéficient aussi d'un certain rabais par rapport aux étudiants internationaux. C'est-à-dire que pour un étudiant qui réside aux États-Unis, il est plus facile d'étudier dans ces pays, quels que soient les coûts exorbitants des frais académiques, que pour un étudiant international, c'est-à-dire un étudiant dont les parents qui ne vivent pas aux États-Unis. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite discrimination, mais c'est ça la politique de ces pays. Voilà, on n'en peut rien, mais déjà, ce qui se passe, c'est déjà énorme. C'est un pays où on donne la chance à tout le monde. Bien sûr, moi j'ai toujours dit que c'est un pays, comme on l'a dit, c'est vraiment un pays d'opportunité, un pays où on peut partir du néant pour atteindre le plus grand sommet. C'est-à-dire que n'importe qui dans ces pays
peut réellement réaliser son rêve. Parce que la culture américaine est fondée sur la productivité, la rentabilité. Et si vous êtes capable de produire, si vous êtes capable de rendre les services qu'on attend de vous, vous pouvez aller très loin. Et j'ai toujours dit que il y a peut-être 2 ou 3 ans dans ces pays, et pour nous qui sommes africains, pour nous qui sommes minoritaires dans ces pays, il y a peut-être 2 ou 3 ans, nous pouvions dire, mais dans ces pays, quels que soient vos efforts, quelles que soient vos compétences, vous ne pouvez accéder à rien parce qu'il y a des barrières un peu partout. Mais aujourd'hui, si vous les dites, les gens vous diront tout simplement, vous n'avez pas raison de les dire parce que c'est lui qui est aujourd'hui le premier citoyen de ce pays, c'est lui qui est président de ce pays, c'est un Africain. Parce que il est noir, mais d'un père africain. Et s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est que n'importe qui dans ce pays qui a des compétences peut arriver à n'importe quel autre niveau. C'est pour nous non seulement un motif de fierté, mais aussi un motif d'émulation. Ça nous encourage, ça nous pousse à fournir beaucoup plus d'efforts parce que il y a en chacun de nous, il y a un petit Obama qui couvre là et qui peut un jour se réveiller et faire des grandes choses dans ce pays. Grandes choses, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en République démocratique du Congo où les débats d'intellectuels, les débats politiques tournent autour de la nationalité? Moi, je crois que le débat sur la nationalité, à mon sens, c'est un faux débat. Un faux débat parce que, d'une manière générale, on ne choisit pas d'abord sa nation. Et en deuxième lieu, l'histoire nous démontre que nous sommes tous issus de migration dans l'histoire. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que nos ancêtres étaient là il y a des années et des années. C'est que partout où nous pourrons être sur cette terre, nous sommes étrangers. Même chez nous-mêmes. Même chez nous-mêmes, parce que nous n'étions pas là. Il y a certaines personnes qui étaient là avant nous. Mais il s'est fait qu'à un certain moment, compte tenu de certaines circonstances, nous nous sommes retrouvés à cet endroit-là. Et aujourd'hui, nous nous croyons être propriétaires de cet endroit-là. Mais logiquement, honnêtement, nous ne sommes pas propriétaires de cet endroit-là, parce qu'il y a eu des gens qui ont vécu là avant nous. Alors, pour revenir à la réalité congolaise, je voudrais dire aussi ici que nous devons essayer de mettre fin à ces rumeurs, nous devons essayer de mettre fin à ces bobards, à ces affirmations gratuites qui font de tout celui qui émerge n'est pas congolais. Pourquoi devons-nous nous acharner à dénier la nationalité congolaise à toutes ces personnes-là qui font preuve d'une certaine réussite ou d'une certaine élévation dans notre société? Moi, je pense que la meilleure des choses serait de considérer qu'il y a des textes qui régissent d'autres pays, et ce texte-là, qui ont été conçus par des gens qui ont étudié, des gens qui à un certain moment ont eu le pouvoir politique entre leurs mains, et qui ont dit, est Congolais celui qui remplit tel critère. Et nous devons nous fonder sur ces critères-là. Et c'est seulement sur ces critères-là. Tout ce qui pourrait sortir de ces critères-là, pour moi, relève des sentiments. Et on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas construire un pays solidement sur fond des sentiments. Parce que les sentiments font que, à un certain moment, nous croyons que nous ne pouvons travailler qu'avec nos frères. Nous ne pouvons travailler qu'avec nos amis. Or, aujourd'hui, nous avons de preuves que les pays qui ont réussi, ces pays par exemple où nous sommes, les États-Unis, c'est la diversité. Ce qui fait la force des États-Unis, c'est le fait de fonder toutes les actions sur les compétences individuelles et non sur les origines des gens, et non sur la race des personnes, et non sur la religion
Non. Puisque chez nous, en République démocratique du Congo, il y a des réalités, ce qu'on appelle des géopolitiques. Selon qu'on est, il y a des quotas dans chaque province où n'importe comment on doit trouver quelqu'un là-bas, peu importe la qualité. Moi, je pense que cette histoire aussi des quotas, c'est aussi un faux débat, parce que c'était plutôt une mauvaise procédure, parce que l'inconvénient de quotas, c'est quoi? C'est que vous allez prendre le meilleur mauvais de l'entité où vous devez prendre quelqu'un, alors que vous avez laissé le meilleur quelque part. Parce que tout simplement, par exemple, vous devez avoir quelqu'un du site Kivu, même s'il n'a pas toutes les compétences exigées, à un poste, vous le prenez parce qu'il faut absolument quelqu'un du site Kivu. Alors que vous avez laissé quelqu'un de Bandundu qui est très compétent. Moi, je pense plutôt que nous devrions faire une sélection qui ne tienne que compte des compétences, des aptitudes des individus. C'est la meilleure façon. Nous sommes dans un monde où il y a la compétition. Et c'est seulement cette compétition-là sur l'efficacité qui doit régir nos actions. C'est seulement cette compétition-là sur l'efficacité qui peut faire en sorte qu'un jour, nous puissions nous aussi prétendre être parmi les pays dirigeants, les pays qui font la fierté de l'Afrique.